Voici le micro unique. Donc, un petit retour sur les ateliers. La commande, entre guillemets, vers les présidents de ces 3 ateliers, c'est un esprit de synthèse. Trop dur, hein. C'est vraiment 2 heures d'atelier en 3-4 minutes, vous imaginez. Donc, un esprit de synthèse et de mise en œuvre. C'est-à-dire, concrètement, comment faire avec ces bonnes idées qui sortent de ces ateliers le plus concret possible, c'est ce que nous souhaitons, voilà. Et puis on a demandé à chacune de limiter à 3-4 idées fortes et surtout pas faire un résumé de l'atelier. Donc voilà, vous voyez l'exercice, hein? Ouais. Allez. Merci. Alors, je me lance. Je ne sais pas si je vais répondre aux spécifications. D'abord, je voulais remercier à nouveau le facilitateur, Guillaume Cordier, le grand témoin, Gérard Blanchard, et l'ensemble des participants de l'atelier, qui a été extrêmement intéressant. Alors, de quoi avons-nous accouché ? D'abord, nous allons commencer par réinterroger la question, c'est assez classique, puisque je vous rappelle cette question, elle était effectivement de dire quel système collaboratif pour jouer collectif aux échelles nationales et européennes. Et donc la question c'était que voulons-nous obtenir? Alors, il était question de succès au niveau national et européen, on s'est posé la question de la nature de ces succès, et il a été question à la fois de succès partagés entre des laboratoires et des entreprises qui amènent y compris à des développements en termes de production, mais aussi de succès à un niveau plus de recherche académique dans les appels à projets européens. Et nous nous sommes dit que l'ensemble de ces succès étaient bons à prendre et que souvent d'ailleurs ils se nourrissaient les uns les autres. Après, un autre aspect qui était mis en avant, c'est cette nécessité. Alors, bien sûr, il était question aussi de coopération, mais aussi de relation de confiance. Le terme est souvent revenu et qui se traduit, cette relation de confiance, à différents niveaux. D'abord, la relation de confiance entre la région, les collectivités et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans la façon de conduire les différentes politiques publiques et de les faire évoluer. Et puis, une relation de confiance qui existe entre les établissements, hein, même si effectivement entre les 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et région Centre-Val de Loire, les caractéristiques géographiques sont différentes, mais cette nécessité d'une relation de confiance que nous observons fortement dans notre région est vraiment quelque chose de crucial. Après, nous avons aussi abordé dans la façon de construire les politiques publiques pour positionner les laboratoires et entreprises au niveau national européen, un certain nombre d'éléments assez fondamentaux à prendre en compte sur les caractéristiques de ces politiques publiques, et notamment ce qui est revenu, c'est cette question de la temporalité, avec cette nécessité de conjuguer le court terme. Il y a des besoins, il y a des initiatives, des envies, des opportunités qu'il faut arriver à saisir dans le court terme, mais d'arriver à se situer aussi dans le moyen et dans le long terme. Et les durées caractéristiques qui sont revenues, c'est 5 ans, 10 ans, parce que c'est à ces échelles de temps que peuvent à la fois se constituer, mais aussi se transformer, évoluer les collectifs, les réseaux, plus ou moins thématiques, qui peuvent effectivement construire et faire vivre des stratégies de positionnement national et européen. Donc nécessité d'avoir des politiques publiques qui ont cette capacité d'appréhender le moyen terme jusqu'à 5 à 10 ans. Aussi dans ces politiques publiques, prendre en compte le fait que, autour de ces projets au niveau national européen, il y a des opérateurs multiples qui interviennent, que chacun intervient avec ses propres objectifs et une pression pour les obtenir, pour les réussir, et qu'effectivement il fallait aussi se mettre à la place des opérateurs multiples, tenir compte de leurs contraintes pour pouvoir construire ces politiques publiques. Un point aussi qui est aussi revenu, c'est sur l'importance effectivement de cette constitution de réseau et finalement ce qui ramène à la question de l'ingénierie de projet, de l'ingénierie de programmes de recherche et d'innovation, et qui va bien au-delà d'appel à manifestation d'intérêt ou d'appel à projet. C'est-à-dire qu'il y a cette nécessité encore une fois, de construire ces collectifs, de les faire vivre dans la durée, pour qu'effectivement ils soient en capacité de construire ensemble ensuite des projets qui pourront là encore se développer au niveau national et européen. Après, il y a un certain nombre
de besoins qui sont apparus, qui ont été discutés, à la fois en termes de stimulation et d'appui. Alors la stimulation, c'était de se dire, ben oui, se positionner dans des réponses aux appels à projets nationaux européens, c'est compliqué, ça prend du temps, ça ne marche pas toujours. Et donc, pour les chercheurs, il y a aussi une possibilité de se positionner parfois sur des appels à projets plus régionaux. Et il faut les stimuler pour ne pas pour aller au-delà de ce positionnement régional. Et dans les réponses qui ont été mises en avant, il est de dire notamment une possibilité d'exigence de cofinancement dans les appels à projets ou les soutiens à des programmes de recherche qui sont faits au niveau régional. Et donc exigence de cofinancement venant du niveau national européen. Et puis sur l'appui aux chercheurs, eh bien, on a mis en avant, remis en avant cette structure intéressante en Centre-Val de Loire, qui est les cellules mutualisées Europe Recherche, avec l'idée de pouvoir en renforcer à la fois la visibilité et aussi le caractère mutualisé. Et puis ça s'est terminé aussi par des points de vigilance à observer et à respecter en termes de, je dirais, un peu globalement d'inclusivité, inclusivité à différents niveaux. On a évoqué le risque de laisser des chercheurs sur le côté dans ces politiques très proactives de positionnement national européen. Et une des façons de conjurer, entre guillemets, ce risque, en fait, elle vient peut-être de manière assez intrinsèque par la nature des programmes qui sont soutenus, par la nature des problématiques auxquelles on essaie de répondre, des problématiques d'ordre très sociétal. Et donc, de plus en plus, c'est un travail interdisciplinaire et multidisciplinaire qui est nécessité pour répondre à ces enjeux sociétaux. Et donc, de manière un peu intrinsèque, on peut penser que ça va aider à ne pas laisser des chercheurs sur le côté de ces différentes dynamiques. Et puis l'inclusivité, c'est aussi exprimé sur la question des territoires, avec l'idée notamment que les sites plus de proximité, en dehors des grandes métropoles, il faut aussi les aider à se positionner dans ces constructions de projets nationaux et européens, et qu'une des façons de le faire, c'est aussi via le soutien aux infrastructures qui sont les leurs, notamment via le contrat de plan État-région ou via les soutiens qui peuvent être apportés dans les contrats régionaux de solidarité territoriale. Et puis l'inclusivité aussi, pour pouvoir aussi impliquer l'ensemble des sites industriels, y compris lorsqu'ils sont situés dans des villes de plus petite taille. Donc voilà les points que nous avons abordés dans notre atelier. Parfait, merci beaucoup. Oui, je vais... D'accord. Donc sur l'atelier qui était dédié à la gouvernance, on s'est tout d'abord intéressé à la gouvernance elle-même et notamment à l'implication des différents acteurs. Et donc avec un constat, c'est comment engager ces acteurs dans une démarche qui soit réellement opérationnelle au-delà de l'adhésion. Parce que au moment où on est d'accord, une fois qu'il faut se mettre ensemble pour faire, c'est plus compliqué. Et donc, avec plusieurs possibilités, plusieurs sources de solutions. La première, c'est d'engager des expérimentations au niveau des bassins de vie. Là où les gens vivent, là où les gens travaillent, là où ils ont envie de s'impliquer. La seconde, qui est peut-être impulsive, c'est de renforcer l'animation des écosystèmes parce qu'ils permettent d'incarner la dynamique que ça soit des dynamiques dans des thématiques, dans les thématiques prioritaires et pour faire bouger les lignes, parce qu'on a besoin d'avoir des acteurs qui font bouger les lignes. Le système ne se met pas en marche tout seul, ne s'alimente pas tout seul, il y a besoin de moments d'impulsion. On a réfléchi aussi au niveau territorial, comment on pouvait travailler, mieux interconnecter ces niveaux territoriaux les uns avec les autres, et notamment de fournir des cadres organisationnels et qui permettent de mobiliser les ressources, typiquement les conventions entre les EPCI, la région, etc. C'est une des possibilités. Mais la question des ressources est apparue comme étant importante, parce qu'à un moment donné, pour faire, il faut être en capacité, avoir les ressources financières, mais aussi les ressources
humaines pour mettre en place. L'autre point sur le niveau territorial, c'est l'implication des collectivités, notamment via la commande publique. Sur un certain nombre des enjeux des secteurs économiques, la commande publique est un levier économique, mais est aussi un levier d'innovation. Et enfin, sur les projets stratégiques, pour mettre en mouvement ces acteurs, la solution qui a été avancée, c'est de travailler sur des projets qui soient structurants, qui assurent la visibilité du territoire, qui permettent de mobiliser des acteurs autour d'enjeux partagés. Alors, en région Centre, Val-de-Loire, on a une petite problématique, c'est la problématique de la portance du territoire, c'est la capacité à identifier ces acteurs qui peuvent porter des projets structurants. Il y en a très peu, et donc il faut augmenter cette masse ce vivier de porteurs de projets structurants et de les accompagner. Et donc c'est une des solutions qu'on a aussi identifiées dans notre deuxième question, c'est comment on professionnalise la gestion de ces projets structurants, comment on accompagne de manière très très concrète ces projets-là. Un des prérequis de la mise en œuvre de ces projets structurants, surtout quand ils sont issus du territoire, qui sont bottom-up, eh bien c'est le maillage entre les acteurs du territoire. C'est le fait que ces acteurs se connaissent, qu'on puisse se mobiliser les uns les autres. Et donc c'est là aussi de renforcer ces projets-là et de les inscrire dans une vision stratégique. C'est-à-dire, on en parlait hier, c'est-à-dire que quelquefois, les clés de succès sont souvent des projets, des initiatives qui viennent du territoire, qui viennent du terrain, mais il faut qu'ils s'inscrivent dans une démarche stratégique, dans une vision stratégique plus régionale. Je vais très vite. Je te passe la parole sur la dernière question. Oui, alors le dernier angle qu'on a voulu traiter au niveau de la question, c'était ensuite comment on arrive finalement à faire dialoguer ces différents acteurs sur notre territoire, comment on développe des coopérations. Et là, les débats ont été assez finalement assez important autour de nommant déjà une première notion. On parlait tout à l'heure de ta critique, mais d'avoir des objectifs aussi assez ciblés. Un des éléments de faiblesse peut-être dans la manière dont on procède aujourd'hui, c'est on disperse un petit peu nos ressources, nos moyens, on démultiplie évidemment les interventions, et donc on a peut-être aujourd'hui moins de facilité à pouvoir finalement coopérer sur des projets qui soient un peu plus catalyseurs d'énergie, je vais le dire comme ça. Il y a eu un autre point important, je pense aussi dans les échanges, c'est un paramètre qui est finalement mal peut-être interprété dans nos outils de programmation, c'est les notions de temporalité. Sur le fait qu'effectivement le temps de la recherche académique n'est pas le temps opérationnel finalement des actions financées par les collectivités, qu'il n'est peut-être même pas le temps de l'entrepreneur, et qu'à un moment donné, on ne qualifie pas assez bien finalement ces différentes temporalités dans nos programmes d'action, et qu'on devrait plutôt avoir une approche un peu plus finalement planifiée, prospective sur la manière de jouer sur ces différents temps, et de pouvoir aussi, à l'échelle d'une institution comme la nôtre, intégrer les temps longs dans notre intervention politique. Et puis, une des dernières notions, qui était, je crois, aussi assez constructive dans nos échanges, c'est aussi la question du langage, d'avoir un langage commun. Et là, on a eu effectivement un exemple assez signifiant sur les différentes étapes effectivement sur lesquelles on devrait travailler pour co-construire un langage commun, alors qu'on est dans des mondes assez différents, et que finalement sur les sujets d'être capable d'inventorier, d'évaluer, de sauvegarder, d'optimiser, d'enrichir, de capitaliser,
de valoriser, de surveiller, finalement on mettait peut-être pas derrière les mêmes définitions, et que l'un de nos rôles aujourd'hui était peut-être aujourd'hui de travailler cette méthodologie commune et de la proposer à l'ensemble des acteurs en tant que finalement, j'allais dire, animateurs, pilotes, catalyseurs un petit peu des synergies régionales. Et dernier mot, effectivement, qui a été redit, mais je crois qu'il est important, notre vice-président ce matin en parlait aussi, est revenu aussi le terme, la notion de confiance dans cette façon de travailler ensemble. Et donc je pense qu'il faut savoir demain et apprendre à la cultiver. Merci. Et du coup, Catherine, tu me compléteras. Alors, sur la synthèse, en quelques idées clés, j'ai bien retenu la consigne. L'enjeu de ce qui a été d'abord assis dans les débats, c'est de dire il n'y a pas de sujet. La réponse aux besoins en compétences des entreprises, elle est primordiale, y compris dans l'enseignement supérieur, au plus près des territoires. C'est indispensable et ça doit se faire en priorité, en collectif. Il s'agit avant tout, il ne s'agit pas de répondre forcément individuellement, mais de recueillir des besoins qui se ressemblent pour construire des réponses adaptées. Cette nécessité, ça s'accompagne d'une nécessité donc de recueillir et de rendre lisibles les besoins des entreprises, mais ça suppose de créer les conditions du recueil de ce besoin, parce que souvent les entreprises peuvent être, ou les entrepreneurs, un peu la tête dans le guidon, et ça nécessite de faire le pas de côté, d'avoir des espaces d'échange et de facilitation pour permettre ce pas de côté qui permet d'identifier les besoins de compétences et peut-être de les transformer en besoins de qualification. Donc ça prend du temps et il faut aussi intégrer les différentes échanges de temps, comme ça a pu être indiqué, parce qu'il y a des réponses à court terme et des réponses qui jouent sur le plus long terme. Et il faut forcément avoir un schéma prospectif et ça ne s'improvise pas. Donc il y a de la méthodologie, il y a un besoin de méthodologie derrière pour répondre aux besoins de compétences des entreprises, pour faire court. La formation, c'est une réponse aux besoins de compétences, mais elle comporte autre chose. Elle comporte un supplément d'intention qui permet l'accès à la qualification des apprenants, et pour leur permettre aussi une sorte d'agilité et d'adaptabilité tout au long de la vie qui est maintenant nécessaire dans la société dans laquelle on se meut. Et ça suppose d'accompagner les entreprises dans cette acceptation et dans leur adaptation. Et là, on peut penser à la marque employeur, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose à nécessairement intégrer dans la réflexion. Il faut également démultiplier les formats et les formes de rencontres et d'imbrication entre enseignement supérieur et entreprises, pour favoriser cette adaptabilité de l'offre, l'agilité attendue de la part de l'appareil de formation. Si j'en viens à l'appareil de formation maintenant de l'enseignement supérieur, il faut probablement renforcer à la fois des signatures, des espaces de spécialité qui s'adossent en su d'une offre sur des généralistes, sur des troncs communs, mais elle doit pouvoir se spécialiser et rendre lisible ces spécialisés pour favoriser son attractivité. Et ça passe aussi par le développement d'une souplesse, mais développer la souplesse de la réponse possible sur les territoires, mais tout en régulant et en veillant à la qualité des réponses qui seront apportées, parce qu'on parle d'enseignement supérieur selon les établissements d'enseignement supérieur qu'on connaît, mais il y a aussi une offre de plus en plus nombreuse, de plus en plus dense, qui arrive dans le secteur privé, notamment par le biais de l'alternance, et il n'y a pas toujours une qualité régulée et assurée de l'offre qui se propose dans ce cadre. Pour y veiller, il faut capitaliser au maximum sur des espaces de dialogue qui existent, qui sont à s'emblier des forces en présence, et il faut les ouvrir autant que possible aux entreprises et aussi aux familles. Et puis enfin, et j'en finirai, il faut veiller au caractère inclusif que doit incarner cet enseignement supérieur, peut-être en le désacralisant.
ce que peut représenter le coût que peut représenter l'accès à l'enseignement supérieur pour permettre une véritable... c'est quand même un ascenseur social, en tout cas ça doit le rester, et avec une information lisible sur les conditions d'accès et d'accompagnement possible à cette offre, prévenir les ruptures, le décrochage, favoriser les conditions de l'émulation, y compris en dehors des temps d'enseignement, intégrer des savoirs de base dans les contenus. Tout ça favorise de ce caractère inclusif de l'offre de l'enseignement supérieur, mais ça passe aussi par un maillage territorial de l'offre, favoriser l'accessibilité en proximité avec des schémas, des formats nouveaux comme les tiers-lieux par exemple, qui permettent d'accéder à l'offre en proximité des territoires. Et en veillant à des infrastructures d'accueil et de mobilité qui doivent, elles, être renforcées. Et enfin, ça passe aussi par une orientation qui doit se prévoir avec les entreprises, avec des ambassadeurs, avec des témoins, très tôt, le plus tôt possible, dès le collège, en mobilisant les familles et les équipes d'enseignants. J'en aurai fini et j'espère ne rien avoir trahi. Merci. Donc, nous avons assisté à une magnifique synthèse pour chacun de vous. Et si on forçait un peu la synthèse vers la synthèse de la synthèse, exercice, c'est pas terminé, exercice que je vous propose, baguette magique. Une fée vous offre une baguette magique. Vous avez cette baguette magique, vous pouvez choisir une action qui fait effet de levier à réaliser maintenant, avec un premier effet dans les 3 mois. Vous choisissez laquelle? C'est pas une bonne fée, c'est une sorcière. Une action dans les 3 mois. Non, j'enlève les 3 mois, parce que sinon... Non, parce que c'est pas compatible avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc voilà. Ah, alors, si je... Oui. Ben alors dans mon cœur, je ne sais pas, dans le schéma régional d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation, sans doute. Mais c'est vrai que les questions qu'on a pu évoquer à travers les 3 ateliers, elles viennent rejoindre, elles viennent quand même alimenter des réflexions qui sont fortes dans notre nouveau schéma, et sur cette question des systèmes collaboratifs. C'est qu'on voit effectivement à travers nos stratégies régionales d'innovation, à travers nos domaines de spécialisation, il y a cette volonté d'affirmer davantage ces domaines, de renforcer la concertation sur la façon de construire des stratégies pour développer ces domaines. Et ça vient croiser les 3 dimensions qu'on a évoquées aujourd'hui, hein, à la fois sur la gouvernance, à la fois sur le positionnement national européen et sur la formation. Et donc l'action qu'on a envie d'entamer, effectivement, et on a commencé à y travailler, c'est effectivement de s'appuyer sur l'ensemble des acteurs dans ces domaines de spécialisation pour construire ces stratégies et ces feuilles de route pour leur développement. Et donc ça va être un travail avec à la fois les pôles de compétitivité et clusters, mais aussi avec les établissements d'enseignement supérieur de recherche pour construire ensemble ces stratégies. Et ça, je pense que ça vient bien chapeauter l'ensemble des éléments que nous avons synthétisés aujourd'hui. Et donc ça peut démarrer dans les 3 mois. Et ça va démarrer dans les 3 mois. La baguette magique passe. Alors la baguette magique, finalement, moi je regrette d'avoir mon facilitateur avec moi, il met une pression d'enfer. Ok. Donc, alors, comme on est à 1,5, nous, ce qu'on souhaiterait, si on avait cette fameuse baguette magique, c'est de mettre en place les projets structurants. Et comme il y a 1,5, c'est aussi au service de la signature des territoires, c'est-à-dire d'être capable de bien cibler et de se mobiliser. Alors je sais qu'on a travaillé avec Hervé sur faire émerger les projets structurants, ça c'est
autre paire de manches. Et comme on a une baguette magique, c'est ça qu'on aimerait faire. C'est de travailler autour des projets structurants pour mobiliser les acteurs et pour faire monter certains territoires. Voilà. Super, merci. Je crois que je vais rejoindre aussi en complément. Je pense que la baguette magique, elle consisterait à s'appuyer sur les instances de dialogue qui existent pour les renforcer, pour les ouvrir et permettre de développer ces axes de spécialisation, ces signatures en lien avec des besoins qui sont à identifier, à quantifier, à prospecter plus précisément. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose de donner la parole à Gérard Blanchard, qui... Voilà, ici. Quel écho comme témoin de ces retours? Quelles recommandations pour la région à partir d'un peu plus loin? Et voilà. Bon, c'est pas facile, c'est la synthèse au 3e niveau. Attendez, je vais me retourner quand même. On a eu un atelier effectivement très, très intéressant, très bien animé. De ce que j'entends en plus ici, là, à travers les 3 ateliers, il y a quand même quelque chose qui revient de manière forte, c'est la notion de système collaboratif. Constituer des collectifs pour mettre en œuvre des logiques de coopération. Parce que avec la coopération on se renforce mutuellement. On est quand même aujourd'hui dans une société où c'est plutôt la compétition qui est exacerbée et on se rend plus compte au bout d'un moment qu'on finit par se nuire mutuellement. Voilà, donc revenir à des logiques coopératives, ça paraît assez fort. Et pour maintenir des systèmes coopératifs, des systèmes collaboratifs, il y a une valeur majeure qui est celle de la confiance. Ça a été mentionné. Voilà, donc moi c'est un petit peu la réflexion pour sortir un petit peu plus des aspects un peu techniques qu'on a évoqués ce matin, mais c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Merci beaucoup. Olivier, David, même question. Quelle recommandation, quel écho à ces débats? Je pense que, je ne sais pas comment c'était dans les 2 autres ateliers, mais dans celui auquel j'ai participé, c'est qu'on voit bien qu'on touche au complexe. Et que ça donne beaucoup d'humilité à chaque acteur dans l'écosystème, de devoir forcément appréhender ce que cherche l'acteur avec lequel on travaille. Et donc c'est toutes ces questions de confiance, tu l'as dit, c'est les questions d'écouter les autres et d'essayer d'articuler les stratégies pour faire en sorte que, en allant tous dans le même sens sur des objectifs partagés, on avance quand même plus vite que dans un système de compétition. Et je pensais à la baguette magique parce que je me suis dit, s'il me pose la question, moi je commencerai déjà aussi, je pense, par faire une pause sur les appels à projets tous azimuts, parce que je pense qu'il est temps de regarder ce qu'ont produit tous ces appels à projets. On est quand même à l'issue de plusieurs générations, et de voir les plus-values, mais également ce que ça a engendré sur le plan négatif, pour peut-être penser la suite et sans doute permettre aux niveaux territoriaux qui sont les nôtres de construire un peu de cohérence. Et puis deuxième élément, on est des politiques en tant que vice-président. C'est normal qu'on définisse des cadres, je pense, qui sont importants. Le bottom-up ne marche que s'il y a aussi une direction. Je ne suis pas pour le top-down à tout prix, mais s'il n'y a pas de direction, pas de partage politique, le bottom-up a très vite ses limites. Donc la deuxième élément, moi, que je voulais dire, c'est que quand ces cadres ils sont définis, les stratégies de spécialisation intelligente pour 7 ans, il faut de l'agilité, c'est-à-dire qu'il faut se permettre, dans ce cadre qui donne une direction, qui donne une orientation, aussi de faire évoluer les choses, parce qu'on a des rythmes qui sont de plus en plus rapides. Et si on n'a pas cette agilité, on peut aussi parfois louper des trains. Et c'est très important en termes d'attractivité pour les régions d'être un peu réactif. Voilà. Donc c'est aussi par rapport au cadre politique qu'on construit
les penser de façon à ce qu'ils évoluent dans le temps au-delà de leur terme effectif. Voilà. Merci beaucoup, David. Voilà, alors maintenant, Daniel, est-ce qu'on peut joindre Daniel? Oui, oui, il est là, et avec le son? J'étais tout pourri. C'est incroyable, ça marche. Magnifique. Ça marche mieux qu'au début de la table ronde. Eh ben, c'est l'apprentissage. Hein. Voilà, alors la même question, quelle recommandation et quel écho à ce travail de ce matin? D'abord, vous remercier d'avoir accepté le pas de côté, de regarder un peu ce qu'une région autre, avec des structures, des organisations, des contraintes, mais aussi des opportunités différentes, pouvait apporter dans le dialogue et le travail qui a été engagé par vous. Et c'est vrai que le regard un peu global à l'échelle des régions est toujours intéressant, et on le mène dans le cadre de Région de France. Et vous dire que un des enseignements, moi je crois que c'est ce qui est le plus important, c'est l'animation du dialogue. Les régions, elles ont un rôle de chef de file. Ce terme de chef de file est d'ailleurs difficile à caractériser et à mettre en œuvre au quotidien. Alors, on le fait au travers des différents schémas dont nous avons la responsabilité, et mon collègue l'a bien dit. Mais on a quand même un enjeu et un sujet qui est plus global, quel peut être le rôle des collectivités locales dans l'animation des politiques publiques. Le risque progressif, et je me permets petite incise un peu politique, mais c'est important, c'est de devenir une sorte de prestataire déconcentré de l'État. Bien que dans le domaine de l'enseignement supérieur recherche, il y a un dialogue qui est régulier, permanent et toujours bienveillant avec les représentants de l'État sur la thématique de l'enseignement supérieur et de la recherche, il n'en demeure pas moins que si on veut vraiment avoir un rôle stratégique, si on veut vraiment avoir une capacité à la fois à avoir pris sur le cours des choses, mais aussi à donner des perspectives dans nos territoires, il faut que les collectivités locales, et en particulier les régions, aient des capacités d'action. Or, on le voit bien aujourd'hui, dans le domaine de la recherche, comme dans le domaine des formations dans l'enseignement supérieur, on a un rôle qui parfois est un peu au second plan, et alors qu'on a une lecture territoriale qui est nécessairement plus précise, nécessairement plus aux prises avec la réalité, parce que nous avons ce rôle d'assemblier. Donc moi, si j'avais un vœu et un souhait, c'est qu'on puisse nouer un travail peut-être plus stratégique, plus abouti sur les grands enjeux en matière de recherche, en matière d'innovation en particulier. C'est moins le cas sur l'enseignement supérieur. Mais parce que je crois que si on veut dessiner vraiment l'avenir de notre territoire, il faut qu'on ait aussi un petit peu davantage de moyens, un petit peu de l'Est qui nous soit laissé pour qu'on puisse travailler utilement pour nos territoires et qu'on puisse vraiment engager des stratégies de développement sur lesquelles nous avons vraiment des leviers. Aujourd'hui, il peut nous arriver d'être un petit peu limité par la réalité, la complexité de l'organisation des choses dans notre pays. Et puis, je crois que si on devait donner des perspectives d'avenir supplémentaires, on a des outils de pilotage sur le long terme, c'est le cas des contrats de plan État-région, c'est le cas des fonds européens, moi je le dis souvent parce que j'ai aussi cette charge de la région de France, et donc ça me permet de voir à quel point on peut faire des choses utiles, et puis surtout de long terme et pluriannuel avec les fonds européens, ce qui n'est pas si évident aujourd'hui dans la structure des finances publiques, et notamment dans l'état des finances que sont celles des collectivités locales et de l'État. Donc on a la capacité d'avoir des outils de prospective et des capacités d'action sur le long terme. Il faut aussi qu'on nous laisse davantage, voilà, de mou dans la prise de décision et dans l'accompagnement stratégique des acteurs de nos territoires. Voilà un petit peu, c'était plus le vœu et l'espoir que j'avais pour l'avenir sur cette thématique qui est pourtant essentielle, qui est celle de l'enseignement sup et de la recherche, parce qu'il naît de stratégies de développement économique, il naît de stratégies industrielles, comme nous on essaie de l'amener dans les Hauts-de-France, sans une politique d'innovation, sans une politique de recherche, et donc une politique qui permet de se projeter dans l'avenir par le biais notamment de la recherche fondamentale. Donc voilà mon petit souhait, voilà mon petit regard, et en tout cas félicitations et bravo pour le travail que vous avez engagé, qui est aussi un travail de remise en question, et parfois se remettre en question, c'est utile et c'est bénéfique. Merci Daniel, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez avoir des questions dans la salle. Oui, allez. Vous avez
Très bien, que je me rapproche. En fait, je voulais partager avec vous un mot, et c'est une manière de rendre tout ce qui m'a été donné durant cette journée et demie que j'ai trouvé extrêmement stimulant. C'est un mot qui m'a trotté dans la tête, et de plus en plus à mesure qu'on avançait, et plus encore à l'écoute des magnifiques synthèses qu'on a entendues, c'est le mot d'atmosphère. Je me dis, mais d'où il me vient ce mot-là? En fait, je vois très bien, il vient de l'évocation d'Alfred Marshall lors de la toute première table ronde par Nadine Levrato. Alfred Marshall, auquel on doit la notion de district industriel, mais qui a parlé aussi d'atmosphère industrielle. Et je trouve ça assez intéressant, et je me dis, est-ce que cette attractivité dont on a beaucoup parlé au cours de cette journée et demie, à coup ou au prisme d'acronymes, d'outils, d'ingénierie, autant de choses dont on a besoin, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de la rendre sensible en rappelant qu'un territoire attractif, c'est un territoire qui donne l'impression, lorsqu'on l'investit, qu'il y a des choses qui se passent, on ne sait pas quoi, mais il y a des choses qui se passent, et que si d'aventure on avait un projet à porter, on y trouverait sans doute des partenaires pour nous aider à l'accompagner. Donc des territoires par contraste avec des territoires qui donnent la sensation inverse d'être dévitalisés, d'être vacants, bref, de foutre le cafard, de donner le cafard. Et sauf que l'atmosphère, et j'en terminerai là, ça ne se décrète pas. Mais peut-être qu'on peut quand même la faire prospérer. Alors, en affichant les partenariats dont vous nous avez parlé, ce qui m'étonne, c'est que lorsque l'Europe manifeste le soutien à un partenariat, à un projet d'une région, d'une ville, etc., elle le fait presque en s'excusant avec des affiches très austères. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'afficher davantage? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de donner davantage à réunir les acteurs à travers des événements? L'atmosphère a besoin de se manifester de temps en temps à travers des événements où chercheurs, ingénieurs, étudiants, communs des mortels d'un même territoire se réunissent. Et dernière chose, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de réinterroger cet urbanisme qui a eu tendance à séparer, à reléguer les zones d'activité en périphérie des villes, les campus, sans même leur donner toujours le moyen à ces campus et ces zones d'activité de se côtoyer concrètement dans une proximité géographique. Tout ça pouvant être synthétisé par cette notion d'atmosphère que je mets sur la table en contre-don de tout ce que vous m'avez apporté. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite ajouter un cadeau? Un cadeau. Oui. Bien, ben je l'ai déjà dit en groupe de travail, mais justement, Sylvain, depuis de nombreuses années, effectivement, ça ne se dit pas d'habitude dans ce genre de groupe. Mais je le redis, les gens qui ont des statuts, qui ont des raisons de se réunir, partez en randonnée, abouillez votre statut, discutez, connaissez-vous, faites l'atmosphère. Voilà. Et ça commence par là, quoi. Et ça, c'est une matière de pouvoir mettre en œuvre concrètement de la confiance. Parce que lorsque les gens échangent de manière simple, de manière directe, ça va beaucoup mieux. Merci. Les entreprises. Ouais, alors pour les entreprises, je vais faire très court. Je suis d'accord avec ce principe d'atmosphère et de ressenti. Juste une phrase, en fait. On travaille collectivement à l'ancrage, en confiance, pour faire rayonner nos régions. Ça allait trop vite. On travaille collectivement à l'ancrage, en confiance, pour faire rayonner nos régions. Merci. Un mot encore. Qui d'autre? Voulez-vous ajouter un mot? Réaction? Alors, je voulais juste remercier en fait à la fois l'IHEST
ce rendez-vous, ces ateliers, etc. C'est vrai qu'entre acteurs de la région Centre-Val de Loire, on est une région à taille humaine, on se connaît bien. Par contre, de pouvoir se confronter à des visions de l'extérieur, et on le fait souvent dans le cadre des projets européens, on fait du benchmarking, mais là, du coup, les acteurs, vous êtes venus vers nous, et ça, c'était très, très intéressant. Et de pouvoir, effectivement, à la fois comparer, se challenger vis-à-vis des acteurs extérieurs, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant, et merci à vous. Pas d'autres. Non, c'est bien partagé. Voilà, Anne Beignet et Lucille Grasset, je vous invite à venir faire les mots de conclusion, comme vous le souhaitez, assis ou debout, voilà. Et voilà, je vous passe... Merci. Alors, je voulais excuser le président Bonneau qui aurait dû faire ces mots, mais il n'est malheureusement retenu. Mais ça me donne le plaisir de remercier l'IHEST d'avoir organisé son université territoriale cette année en région Centre-Val de Loire, et vous remercier pour l'écoute que vous avez eue auprès de nous, auprès des nombreuses réunions de travail qui ont permis d'organiser ces journées. Je crois que c'était important et que ces journées peuvent réussir parce qu'il y a eu ce travail et il y a eu cette écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Permettez-moi aussi tout de même de remercier les services de la région. Alors, je n'oublie pas Jean-Philippe, Nathalie et Anne, mais beaucoup les services d'enseignement supérieur recherche, le service de Nicolas et indirectement de Jean-Louis, parce que c'était aussi un gros travail pour eux, alors qu'ils sortaient du SRESRI, qu'ils étaient déjà épuisés d'avoir fait ça. Donc, merci à vous. Et puis, nous, on est très heureux de ces réunions. On a noté plein de choses. Je pense que dans le retour que vous nous ferez, on notera encore plein de choses, et ça va vraiment nous permettre de mettre en action notre SRESRI avec une nouvelle vision ou certaines visions complémentaires. Et merci. Remercier les trois vice-présidents. Bonjour Daniel, je ne t'avais pas salué. Bonjour. Remercier les trois vice-présidents qui ont fait ce déplacement, parce qu'on sait que c'est pas très facile. Voilà. Alors, Anne, au travers de votre personne, je remercie la région Centre-Val de Loire pour la confiance que vous nous avez offerte. Vous l'avez dit, on l'a construit au cours des mois par des réunions multiples. Des fois, on sortait, on sait qu'on n'avait pas avancé. Et puis, et c'est ça, une université territoriale, ça commence de nombreux mois avant ce jour de représentation, je dirais. Merci, pour reprendre le mot de Sylvain, d'avoir accepté de rentrer dans notre atmosphère. Vous avez vu qu'elle est composée de personnalités diverses et que pendant ce temps suspendu, si je puis dire, chacun peut prendre parole pour apporter au groupe. Et je pense que toutes les personnes qui se sont mobilisées en amont, mais aussi aujourd'hui dans vos équipes, dans notre équipe, tous les intervenants, Philippe Laredo, merci d'avoir fait aussi cette immersion dans cette région également. Tout ce que nous avons réuni ensemble, l'aboutissement est arrivé ce matin. J'espère que vous en ferez des choses. Pour nous, le travail continue. On va vous donner des synthèses, on va vous livrer des podcasts, etc. On reste bien sûr à votre écoute. Et surtout, on vous souhaite beaucoup d'échanges. Vous avez un territoire extrêmement séduisant, où les groupes sociaux existent, et en tout cas pour notre écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche particulièrement vivant. Je vois mes amis du BRGM, mais aussi de RAI, qui ne diront pas le adjoint, qui ne diront pas le contraire. Donc toutes les pièces du puzzle sont en place. Voilà. Et puis vous avez de très beaux projets, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. En tout cas,
un grand merci de nous avoir accueillis et d'avoir accepté de faire, vous tous, le pas de côté. Merci à vous.